Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des working girls. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Émilie Dolino, ton hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Clémence Chung, plus connue sur les réseaux sous le nom de Clémity Jane. Clémence est une créatrice de contenu et propose des revues sexo. Depuis 2016, sur sa chaîne YouTube, elle aborde de façon fun et positive la sexualité. Précurseur dans son domaine, elle partage ses conseils avec sa grande communauté. Dans ce podcast, elle nous parle de ses projets, de son quotidien avec son enfant, mais aussi de l'évolution de son métier sur les réseaux. Attention, dans cet épisode, on aborde des sujets liés à l'intimité et à la sexualité. Et forcément, quand une conseillère Soft Paris rencontre une influenceuse sexo, les discussions ont vite fait de déraper. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Et bien aujourd'hui, dans les Working Girls, on accueille Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour, merci de m'accueillir. Je t'accueille chez moi, mais tu m'accueilles sur ton podcast. Et avec plaisir. Cool. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, Clémence ? Alors moi, je m'appelle Clémence, mais alors sur Internet, on me connaît mieux sous le nom de Clémity Jane. C'est ça. Mon pseudo, donc une contraction de Calamity Jane et Clémence. Et du coup, je fais des revues de sextoys, je les teste et j'en parle. Et puis, j'en profite pour distiller plein de conseils autour de la sexualité, de la vie intime, du rapport au corps. Donc, en gros, je parle de sexualité sur Internet. Ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là ? Ça fait depuis 2015, donc ça va faire 8 ans là. Ouais, ça fait pas mal de temps. Même un peu plus que ça ? Oui, bientôt 9 en fait. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça passe pas. Je suis vieille. Non, dis pas ça, c'est pas possible. Non, mais ouais, j'étais une des dinosaures de YouTube parce que en 2015, il y avait pas grand-chose. Il y avait personne qui parlait de sextoys ou de sexualité sur Instagram. Moi, j'ai pas tout de suite ouvert un Instagram, c'est venu après. Okay. Et ouais, il y avait quelques personnes qui commençaient à aborder le sujet sur YouTube. Il y en avait qui venaient, qui repartaient. Il y avait surtout beaucoup de testeuses et de testeurs sur des blogs écrits. Ouais. C'était des longs articles, mais c'était pas super distrayant à consommer comme contenu. Du coup, voilà. Super. Donc, tes plateformes à toi, c'est YouTube en priorité, même si c'est de plus en plus compliqué. Et après Instagram, et j'essaye de faire un peu de TikTok aussi, parce qu'en vrai c'est le futur quoi. faut qu'on se mette à la page. Ouais, c'est ça. Très bien. Pour donner une idée, parce que du coup, alors peut-être que dans le podcast il y a des gens qui te découvriront, combien font tes vidéos sur YouTube ? Combien de vues à peu près ? Ah pas beaucoup en ce moment. Pas beaucoup ? Ouais, mais alors attends. Ah mais en fait, il y a eu une époque où j'ai fait des millions, vraiment. D'accord, des fois, il y a eu une vidéo qui a fait plus de 2 millions, un truc comme ça. Et puis en général, ça faisait 100 000 vues, 500 000 vues, des choses comme ça. Quand même. Mais c'est ça qui est important de le dire, c'est que tu es quand même connue dans ce milieu-là. Voilà. J'ai toujours 160 000 abonnés sur YouTube et il y a du coup des gens qui me suivent. Mais j'ai YouTube qui me met des bâtons dans les roues depuis quelques années là. C'est censuré. Voilà. Il y a beaucoup de règles qui ont changé sur YouTube. Du coup, maintenant, mes vidéos sont plus propulsées sur la plateforme. Donc moi, je les publie et en fait, ils vont les montrer à peut-être, 2% de ma communauté. Et du coup, je fais que quelques milliers de vues maintenant. Bien sûr,
Ouais, du coup, c'est vrai que ces normes-là ont changé aussi la donne pour toi, quoi. Ok, donc une grosse communauté, voilà, que tu as su créer avec toutes ces années. Donc moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer justement via mon activité chez Soft Paris. Une fois, Soft Paris nous avait mis en relation et on s'était rencontrés, on avait déjà discuté, voilà. Donc c'est comme ça que je t'ai rencontré et effectivement, depuis, je te suis sur les plateformes, donc YouTube. Moi aussi, je te suis, toi, c'est trop bien. On se suit mutuellement, voilà. Des fois, je me dis, les réunions, ça a l'air sympa, tout ça. Mais tu sais que tu m'as envoyé des clientes, d'ailleurs. Ah oui, oui. Il y a des gens qui m'ont contacté en me disant, c'est Clémy Jane qui m'a donné ton contact. Oui, parce que quand on me demande pour faire des soirées à domicile, à part Soft Paris, maintenant, je vois pas qui conseiller. Quel a été le déclic pour toi pour créer ça et entreprendre? Est-ce que déjà, tu avais pensé que ça t'allait en vivre? En fait, je l'ai fait un petit peu à la légère en me disant, voilà, ça va me distraire, ça va me faire un nouveau hobby, voilà, pour m'essayer à quelque chose de nouveau. Mais en même temps, je m'étais dit tout de suite, il y a peut-être une opportunité business. Et je voyais, en fait, c'était au tout début où les youtubeuses beauté commençaient à se faire du fric avec les vidéos et tout, qui se faisaient sponsoriser par les marques. Et moi, je me disais, mais en fait, les sextoys, les marques, pareil, elles galèrent à faire de la pub parce qu'elles peuvent pas mettre un 4x3 d'un gros god dans la rue, tu vois. Donc, c'est des gens qui pourraient avoir besoin d'influence. Bien sûr. Et en même temps, moi, je pourrais peut-être développer une audience et un jour être en partenariat avec des marques de sextoys. Ouais. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je peux le faire un jour. Mais dès le début, je me suis dit, c'est une opportunité. Ouais, c'est vrai. Et après, je l'ai fait sans avoir trop d'attente, en mode, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Parce que j'étais encore en études à ce moment-là. J'étais en master de management de l'innovation et des technologies. D'accord. Donc, c'était un peu du management du projet pour bosser dans les services recherche et développement de grosses boîtes ou des trucs comme ça. Mais je savais pas encore vers quoi ça allait m'amener. Mais en fait, en cours de route, ça a commencé à bien prendre. Et même mes profs de la fac, donc qui étaient dans le business et tout, ils me disaient « Mais t'as trouvé une niche, vas-y à fond et creuse, quoi !» Et du coup, j'ai creusé, j'ai continué, j'en ai fait un vrai projet pro. Et après, j'ai enchaîné sur une année accompagnée en tant qu'étudiante entrepreneur. D'accord. Donc, c'était le réseau Pépite qui, en France, fait pas mal de formations, d'accompagnement avec des systèmes aussi, avec des financements, des concours, des événements. Donc, c'était vraiment bien, c'était vraiment stimulant. Et puis, ça m'a permis d'apprendre aussi un peu les trucs, genre gestion d'entreprise. Ouais, le basique. Là, je commençais à me dire, ok, je vais monter mon business, mais je ne sais pas faire, quoi. Je suis une petite étudiante qui sort de nulle part, là. On apprend ce qu'on apprend à l'école suivant notre voie, mais on n'apprend pas la gestion. Oui, mais personne t'apprend à ouvrir ton compte auto-entrepreneur. Personne t'apprend ce que c'est que l'URSSAF. Et ça, heureusement que j'avais une année pour m'y familiariser un peu. Les différents statuts juridiques et tout. Qu'est-ce que tu veux choisir au début si tu fais une EI, une EURL un statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est toujours un peu... Et donc, ces galères-là, ça m'a... Enfin, j'ai eu un peu la tâche facilitée par cette année-là c'est super, ça. En auto-entrepreneur. Donc, Pépite, à bien retenir. Pépite Osée, c'est un réseau et il y a plusieurs pôles en France. Et du coup, il y en a un à Grenoble qui a été super bien avec moi. Et après, je me suis lancée direct. Et j'étais auto-entrepreneur. Non, je n'ai peut-être pas déclaré au tout début, parce que je gagnais vraiment des miettes. Donc, tu vois, si de temps en temps, je gagnais un sextoy gratuit et 50 balles, j'étais contente. T'étais contente. Voilà. Donc, c'est vraiment allé très, très progressif. Donc, t'étais déjà dans l'influence. En fait, c'était vraiment de l'influence de marque, quoi. Enfin... Oui. Puis au début, j'avais des produits gratuits. De temps en temps, un petit cachet de 200 €, mais j'en vivais pas. Donc, heureusement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma mère, par mes parents et tout, qui avaient un peu d'argent de côté et qui gagnaient suffisamment leur vie pour m'aider à payer mon loyer. Je vivais déjà plus chez mes parents et tout, et j'aurais pas pu vivre de façon indépendante à ce moment-là. Pendant mes études, j'avais des petits jobs étudiants, mais une fois que je me suis lancée sur YouTube, je voulais le faire sérieusement, donc j'ai pas pris d'autres travails salariés à côté. D'accord. Et puis, globalement, quand j'ai vu que ça commençait à marcher, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour ne jamais tomber dans le salariat, parce que ça me correspondait pas du tout. Et en fait, les petites expériences que j'ai eues, je me suis dit, c'est pas pour moi, ça. Et, j'avais pas envie de bosser pour le profit de quelqu'un d'autre que moi-même. C'est bien. C'est bien, tu as déjà cette fibre entrepreneur en toi, très rapidement. Mais dès le début, en fait, je comprenais pas le principe, quoi. Vraiment, là, tout l'argent que j'encaisse, c'est pour toi et c'est pas pour moi. Et moi, tu vas me donner que 10 € de l'heure? Non, mais...
Et puis en fait, oui, je voyais les chiffres des salaires du SMIC et tout, mais je me dis, mais c'est pas possible de gagner si peu en autant d'efforts. Ouais, on est d'accord. Et voilà, et moi en fait, j'ai travaillé un peu toute ma vie à avoir un revenu qui me permet de travailler confortablement, sans me tuer à la tâche, sans détester mon travail et arriver le soir à la maison totalement harassée et plus envie de faire autre chose. Bah non, moi je voulais avoir une vie tranquille qui me plaît, un métier passion, comme on dit des fois. Et en même temps gagner suffisamment pour avoir une vie confortable. J'ai jamais voulu non plus devenir millionnaire ou devenir super célèbre, mais juste pouvoir te faire plaisir, mais sans trop compter, quoi. Tout à fait. Je vois bien ce que tu veux dire, et c'est souvent ce qui ressort d'ailleurs de ces interviews. Hein. C'est alors la passion, mais comme toi tu l'as dit autrement que le mot passion, et ça c'est super intéressant. Effectivement, de vivre confortablement sans imaginer faire des billets des cents, mais avoir envie de se lever le matin pour aller faire ça, et quand on en a marre, on en a marre, et pas ramener un boulet de travail à la maison. Quoi. On est d'accord. Ok, super. Aujourd'hui, comment tu arrives à jongler? Alors, tu as un petit garçon depuis peu de temps quand même. Comment tu arrives à jongler? Qu'est-ce que ça a amené comme changement du coup dans ton activité pro? Ça a été un gros changement parce que déjà la grossesse, tu tombes enceinte et tout, et puis tu commences à prévoir tout. Tu fais oh là là, je vais avoir un congé maternité. Déjà, bon, le congé maternité quand tu es à ton compte, il est un peu nuancé. Ouais. Donc voilà. Donc au début, j'avais mon congé maternité que j'avais déclaré à la Sécu. Et là, j'avais un petit peu des compensations et tout, mais c'était pas énorme, c'était beaucoup moins que ce que je gagnais en travaillant. Et puis, j'ai continué à travailler, en fait, parce que tu es à ton compte, une publication sur Insta, tu peux le faire de ton canapé. Donc, en vrai, j'ai pu continuer à travailler pendant un moment. Tu as maintenu une veille d'activité, quoi. Oui, un petit peu. Sur la fin, je me suis vraiment reposée, mais j'ai quand même continué plus longtemps que mon congé officiel. Et puis pareil pour le retour, je suis retournée très très vite au travail. Je pense 3-4 mois, je commençais à reprendre petit à petit, comme je pouvais adapter mon rythme comme je voulais. Au début, je faisais vraiment doucement, et puis après je suis revenue vraiment plus régulièrement sur mes publications, mes réseaux sociaux et tout. Donc ça s'est adapté, mais au début très dur parce que j'avais pas de mode de garde régulier jusqu'à c'est 1 an environ. Parce que avec les histoires de la crèche, de quand il faut s'inscrire, et toi, ta grossesse, elle se termine pas quand tu veux. Quoi. C'est ça. Tu peux pas te décider que ton bébé il va naître au moment des inscriptions à la crèche. Tous les bébés ne peuvent pas être disponibles en crèche en septembre. Voilà, c'est pas possible. Donc c'était compliqué, et du coup, j'ai pas eu de crèche pendant à peu près 1 an. Sur les 6 derniers mois, j'avais 1 jour par semaine. Et donc, j'essayais de travailler un seul jour. Et puis, voilà, si tu as un rendez-vous médical à mettre à ce moment-là, c'est bon, t'as grillé ta journée de travail. Non, c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, je commence à reprendre le rythme parce qu'il est 4 jours à la crèche. Je peux m'organiser comme je veux. Donc, ça facilite les choses. Et en fait, moi, j'ai toujours eu besoin juste de temps disponible, là. Depuis que j'ai mon bébé, et je compte les heures qui sont disponibles à m'investir que sur mon travail. Ah non, que les heures disponibles que pour lui et les heures que pour ton travail. Ah non, mais j'ai plus de temps avec lui que pour mon travail. Que avec ton travail, d'accord, ok. Non, mais c'est important de savoir dans quel sens ça marchait. Ouais, je comprends. Non, ça peut être l'inverse pour d'autres personnes, je comprends. Hein, mais moi, j'ai voulu aussi, j'ai fait un peu ce choix-là. Sinon, j'aurais pu trouver une assistante maternelle parce que j'avais pas la crèche. Et le faire garder. Mais j'avais aussi envie de passer les premiers mois de mon enfant avec lui et de lui consacrer ce temps-là. Donc, ça me dérangeait pas. C'était confortable aussi pour moi de faire un petit break dans mon activité. En vrai, quand on fait quelque chose de créatif comme ça, où on donne de sa personne, parce que quand on fait de l'influence comme moi, en fait, c'est ton image. C'est toi qui dois parler devant la caméra, qui dois performer dans les contenus, dans les vidéos et tout. Du coup, il y a des fois aussi où c'est bien de y aller tranquille et de faire des pauses. Parce que c'est comme quand tu es au théâtre, sur scène devant des gens. En fait, si tu n'es pas à 100%, les gens le sentent et c'est un moins bon contenu. C'est pas pareil, tout à fait. Donc voilà, c'était très bien aussi que ça se soit passé comme ça. Et là, je sens que je commence vraiment à revenir à 100%. Okay. Donc, quels ont été tes grands défis en tant que femme entrepreneur ?
Les grands défis, je pense que c'est me faire ma place. Ouais. Parce que j'ai eu la chance que ce soit un secteur qui n'était pas saturé du tout. Ouais. Parce que parler de sexe sur Internet, il n'y en avait pas 36 000. Et du coup, j'avais l'avantage d'être un peu la première. Parce que si on se dit parler de sex toys sur YouTube, ça c'est sûr, j'étais la première en France. C'est certain. J'étais la seule et la première en France. Donc, c'était facile, mais il fallait quand même se faire sa place parmi les youtubeuses, les influenceuses en général, les instagrammeuses. Est-ce que c'était quand même déjà un métier très féminin quand même? Oui, pour les youtubeuses beauté, oui. Après, il y avait tous les mecs qui faisaient jeux vidéo et humour. Ok. Donc, t'inquiète qu'ils étaient pas mal représentés aussi. Ouais, non, mais c'est parce que je m'en rends pas compte. En tant que femme, t'avais plus de bâtons dans les roues, du genre la censure, les commentaires sur le physique, les attaques de haine, vraiment des fois les shitstorms. Ça, je voulais t'en parler. Ouais. En fait, t'as les deux options sur Internet. C'est soit on va te haïr, soit on veut te baiser. Donc, tu vois? Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance entre les deux. Après, il y a quand même aussi beaucoup de gens bienveillants, heureusement. Mais dans les méchants commentaires, tu vois, t'as quand même une belle communauté. Moi, je trouve, pour te suivre et tout, de ce que je vois, t'as quand même une belle communauté qui t'encourage. On partage pas mal de personnes en commun. Et je connais ces gens-là et c'est des gens hyper bienveillants. Mais c'est vrai que les haters, c'est quand même, ça reste hyper difficile à gérer. J'en ai eu plus au début que maintenant. Maintenant, ça s'est un peu écrémé, je pense. Ils sont fatigués, je sais pas, voilà. Et non, j'ai une super communauté et ça, je suis vraiment très reconnaissante parce qu'avec ce que je fais, je pourrais avoir beaucoup plus de haters. Et en fait, non, ça va par vague, par période. D'accord. Tu vois, si je vais avoir, par exemple, une interview de moi sur Combini, évidemment, ça va rameuter plein de gens qui me connaissent pas et donc beaucoup de haters aussi. En même temps que de nouveaux followers, bien sûr. Mais il y a les deux à chaque fois. Et du coup, c'est soit ils sont très attirés et ils fantasment le fait que waouh, elle parle de sexualité, donc elle doit faire des trucs de fou au lit, alors que ça va pas forcément ensemble. On est d'accord. Tout le monde s'imagine parce que on parle sex toys avec les gens que forcément on a tout essayé. Alors bon, moi, les gens pensent tous que j'ai tout essayé. Toi, sur ton profil, c'est testeuse, c'est marqué. Oui. Donc voilà. Mais moi, pour le coup, tout le monde pense que j'ai tout essayé. Et alors, mon mari, c'est le plus heureux des maris, tu vois ce que je veux dire? Mon mari, c'est comme tous les autres maris. Il y a pas de secret. Oui. Puis on a nos problèmes de couple. Exactement. On a notre vie à nous aussi. Enfin, ça roule pas toujours. Et puis des fois, les coordonnées sont le plus mal chaussées. On est d'accord. C'est pas parce qu'on en a plein de tiroirs qu'on en utilise tous les jours, et toutes les heures non plus. Voilà. Exactement. Et donc, il y a ce fantasme-là. Et il y a aussi, après, les gens qui trouvent que ça manque de pudeur et que du coup, c'est dégueulasse de parler de sexualité, qui sont imprégnés de tabou au point où ils vont haïr quelqu'un qui brise le tabou. Donc, c'est compliqué aussi. Mais c'est que ces gens-là aussi, ils regardent pas tes vidéos en entier. Ouais, je sais pas. Vu que ça leur plaît pas, je comprends qu'ils regardent pas en entier. Heureusement, mais du coup, il y a quand même vachement de prévention. Enfin, voilà, ça reste. Ouais, mais ils sont hermétiques à ça et tant pis, tu vois. Des fois, c'est la religion, des fois, c'est l'éducation. Bien sûr. Enfin, il y a plein de trucs culturels comme ça. Donc, je comprends et à la limite, tant pis. Après, pour eux, là où ça pose problème, c'est quand ils viennent me menacer, m'intimider ou m'insulter dans les commentaires. Là, il y a pas longtemps, je triais des messages et il y en avait un vraiment où ça faisait des menaces de mort, du genre on va venir en bas de chez toi, on va te brûler, enfin des trucs comme ça. Donc, ça va loin parfois. Ouais, ça va loin. Donc ça, évidemment, c'est pas une partie agréable du fait d'être exposé sur les réseaux. Mais moi, c'est vraiment minime. Donc, c'est bien. Ok. Les gens t'ont plutôt encouragé quand tu t'es lancé là-dedans. Alors, a priori, tes profs de fac t'ont dit vas-y, fonce, t'es dans une niche, voilà. Ta famille, les gens qui t'entourent. J'ai eu la chance d'avoir la famille qui m'a justement permis à moi d'être libérée au niveau de la sexualité, d'avoir une éducation sexuelle saine et sans diaboliser le sujet. C'était décontracté, naturel. Et du coup, forcément, eux, ils ont trouvé ça cool. Quand je leur ai dit que je faisais ça, il y a de la famille un peu plus éloignée. Au début, ils comprennent pas trop parce que c'est un peu bizarre. Au début, tu leur dis, je parle de sextoy sur Internet et puis ils s'imaginent tout de suite que tu es devant l'écran. Non, on n'est pas sur des sites spécialisés. On est sur du grand public en plus. Je suis pas cam girl, je suis pas travailleuse du sexe. Je fais que parler de la même façon dont je parle maintenant. Et du coup, c'est tout public. Il y a aucun souci. Moi, je dis même aux gens que ça s'adresse même parfois très clairement aux adolescents, aux plus jeunes, parce que c'est important de découvrir ces sujets-là, même avant, je pense, d'avoir une sexualité active.
parce que ça permet de se décontracter par rapport au sujet, d'avoir les infos, de se préparer mentalement et tout. Donc moi, je dis que c'est tout public et après, les gens, en général, ils réagissent bien. Une fois qu'ils vont voir, en général, c'est positif. Ouais, tout à fait. Même s'ils vont peut-être rigoler, être un peu gênés quand je dis « Ah, pénis, vulve, vagin ». Mais voilà, la base. Ça fait rire tout le monde. Alors, après, sur le podcast, il y a pas mal de gens qui doivent me connaître, donc ça les choquera absolument pas. Mais c'est vrai que voilà, après il y a aussi tous ceux qui ça fait partie de notre métier en fait. On est obligé de donner les bons mots quoi. On va pas dire zizi zézette. J'ai voulu faire ça dès le début parce qu'en plus je me suis dit, je veux prendre un ton qui soit pas non plus trop médical, que t'aies pas l'impression d'être chez le gynéco non plus, mais qui soit pas non plus porno ou alors enfantin quoi. Érotique, et puis enfantin non plus parce que voilà. Et je voulais un truc neutre. Ouais, tout à fait. Donc je préfère employer les vrais mots. De temps en temps, je vais faire une petite blague, mais ça, je vais pas non. Voilà. Faut garder notre auditoire. On est d'accord. Mais je vais pas non plus tourner ça en ridicule comme certains le font dès qu'il faut parler de sexualité. Parce que c'est quand même un sujet sérieux, moi je trouve. Et c'est pour ça que je veux vraiment, enfin voilà, les gens qui nous entendent et qui nous regarderont, vraiment allez voir les vidéos de Clem parce que vraiment c'est simple. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Et du coup, ça démystifie beaucoup la profession. Merci. Voilà. Donc, non, c'est important de le dire aussi. Enfin, franchement, moi, je sais que depuis que je t'ai rencontré, je trouve que vraiment, ça m'a apporté aussi à moi des choses. Et merci. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que tu as eu des grands défis, du coup, dans ton activité ne serait-ce que, par exemple, on en a un petit peu parlé avant, mais est-ce que tu as dû présenter ton projet à des banques ou des choses parce que des fois, tu es sur l'influence, c'est un peu alors, ça a été un truc à la mode. Là, maintenant, tu vois ceux qui perdurent pas. Il y en a encore qui pensent qu'être influenceur, c'est super facile et ça se fait comme ça. Toi, tu fais ça depuis longtemps. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers? J'ai pas eu besoin de faire un parcours habituel de start-up qui cherche des financements, etc., qui doit pitcher son projet devant des business angels et tout. Ça, j'ai pas eu à le faire parce que moi, ça me demandait pas énormément d'investissement. Tu vois, j'ai acheté une caméra une fois, 2 fois. J'ai eu la chance d'être soutenue par YouTube, qui m'a donné un bon d'achat à un moment pour m'acheter une caméra qui valait plus cher, etc. Mais après, une fois que tu es en fonctionnement, enfin, filmer ta vidéo, ça te coûte pas tellement d'argent. Ça te prend du temps. Ça prend du temps. C'est sûr que du coup, tu bosses dans le vide au début. Ça, c'est sûr et certain que pendant très longtemps, j'ai pas eu de revenus à la proportion de mon investissement en temps et en énergie. Et du coup, j'ai pas eu besoin de chercher des investissements. Les investissements venaient à moi, entre guillemets, parce que moi, ça fonctionne quand même pas mal au projet. Donc, par exemple, quand j'ai eu le projet avec une marque de faire des sextoys en collaboration, de faire des cosmétiques aussi, pareil, des cosmétiques intimes, et à chaque fois, c'était les entreprises qui investissaient, qui allaient financer la production, etc. Et puis après, moi, je mettais mon nom dessus, ma marque, ma DA. Je choisissais les composants, les formes, les matériaux, les ingrédients pour les cosmétiques. Ah, c'est quand même cool. Tu as pu tout choisir dans tout. Oui. Ouais, on me donnait un peu carte blanche. Eux, ils investissaient l'argent. Et après, moi, je mettais mon nom. Ils investissaient dans ton nom. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Cool. Et après, moi, j'avais une petite marge, une commission sur les produits. Enfin, c'est super gratifiant, ça, quand même. Et ça, c'était génial comme les montage. marques investissent en ton nom. Enfin, c'est dingue. Donc, évidemment, j'aurais peut-être gagné plus, j'aurais fait plus de marge si c'était moi qui avais produit les objets, etc., et qui les a fait venir en France et distribuer. Mais c'est un autre boulot, quoi. Mais je suis même pas sûre qu'en plus, tu aurais fait plus de marge. Parce qu'une fois qu'il faut que tu enlèves la logistique, la création, le développement, tout ça, finalement, en fait, ça a un coût aussi. Et puis, le temps que ça te prend à gérer tout ça. Bien sûr. Donc, moi, c'était très bien comme ça. Et j'ai pas eu d'argent à sortir. J'ai eu juste à un moment, il y avait un montage qui était un petit peu différent, où on me proposait d'acheter du stock pour les cosmétiques pour après les vendre moi directement sur mon site. C'était un peu ma demande à moi parce que je me disais j'ai envie de vendre mes propres produits par moi-même. J'avais ouvert un petit studio de tatouage aussi, donc il y avait une partie boutique dedans où je pouvais vendre aussi mes cosmétiques. Et donc c'était un peu cette euphorie-là de je vais vendre mes propres créations. Mais en fait, grosse erreur. Là, j'ai mis 15 000 € sur la table. Là, pour le coup, je les ai sortis de mes économies à moi. Et ça s'est pas vendu, quoi. Enfin, ça s'est vendu. Je pense que j'ai à peine
rentabiliser. Ouais. Et parce qu'aussi, il faut le rappeler, pour les cosmétiques, tu as une date de péremption. Voilà. Et je suis arrivée à la date de péremption et j'avais pas tout vendu. Il me restait un stock immense que j'ai vendu à 1 € pièce juste pour me rembourser les cartons d'expédition. Et voilà, c'était un peu... C'est le genre d'erreur business que je referai plus parce que je les ai faites au moins une fois. Voilà. Tu as essayé pour arriver à ce résultat. Je peux pas dire que je regrette parce que j'ai tenté et tout. Et puis, ni moi, ni la marque ne comprenons vraiment pourquoi ça s'est moins bien vendu, alors que les sextoys, de l'autre côté, ça a été best-seller. Et en fait, les volumes vendus, en termes de sextoys comparé aux cosmétiques, c'est incommensurable. Alors pourquoi les gens n'ont pas accroché à mes cosmétiques alors qu'il y avait la qualité et tout? Je pense qu'au niveau du placement, du marketing qu'on a fait autour, on n'était pas bon parce qu'on avait des produits très luxueux au niveau de leur composition, mais un packaging très fun et très girly et qui s'adressait plus aux jeunes. Donc on a peut-être fait une erreur là-dessus et la prochaine fois je saurai. Voilà. Non, puis je garde mes sous maintenant, j'essaye de pas trop sortir des mais sous, c'est important, c'est important. Je sais pas si ça va revenir ou pas. Parce que tu sais, souvent, moi, on me pose la question en tant que conseillère chez Soft Paris, on me dit, mais t'as jamais pensé à créer ta propre marque? Ouais. Bah, en fait, non. C'est tellement compliqué. Parce que, voilà, exactement, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai confiance en la marque, j'aime les produits. Les produits, sont d'une qualité vraiment top. Et du coup, je me dis, bah, en fait, non. Et puis, et alors, moi qui suis une entrepreneuse dans l'âme, jamais ça m'est venu à l'idée parce qu'en fait, j'ai cette notion de si je crée ma boîte, si je crée mon truc, il faut que j'investisse, quoi. Et que en logistique, en machin. Et moi, déjà, rien que tu me dis logistique, déjà, je suis en PLS comme ça. C'est pas mon métier, quoi. Après, tu peux le déléguer, mais pareil, il faut des sous. Bah oui, mais c'est ça. Bien sûr que tu peux déléguer. Tu peux tout déléguer dans la vie. Mais financièrement, c'est un coût. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je me suis toujours dit, il faut que j'investisse mon temps dans ce que je sais le mieux faire. Donc, en fait, il y avait une conseillère business à un moment qui me disait, mais toi, ça n'a pas d'intérêt que tu emballes des cartons, en fait. Bah oui. Arrête de faire du scotch sur des cartons, là. Et toi, tu fais de la créa, tu fais de la communication, tu fais des choses qui te plaisent et dans lesquelles tu es doué. Et toi, c'est parler à un public, c'est t'exprimer, mettre en valeur un produit. Et du coup, c'est vrai, je me suis dit, ah ouais, en fait, je gagne plus d'argent si j'investis 1 heure à créer un contenu pour Insta, plutôt que 1 heure à emballer des cartons. Bien sûr. Et puis, l'heure à emballer les cartons, tu les délègues à quelqu'un, tu prends quelqu'un pour faire ça. Ou alors, t'emballes pas de cartons. aussi, tout à fait. Et t'as déjà eu des salariés ou pas avec toi? Non, j'ai eu des stagiaires alternants. T'as quand même eu de l'alternance? Oui, à un moment, j'avais pris un alternant, mais ça n'avait pas duré. Et oui, on avait fait quelques trucs. J'avais pris des gens en freelance aussi. Donc, c'était sur des missions ponctuelles. Et c'était plus à la tâche, quoi, que je les payais. Pour le montage, j'avais essayé de voir si ce serait plus efficace comme ci, comme ça. Mais en fait, c'est pas encore rentable. Parce que c'est hyper cher de payer quelqu'un pour faire du montage. C'est hyper long à faire. Donc, toutes les heures de travail très qualifiées qu'il faut payer. Et en fait, c'est trop compliqué pour moi. Donc, on verra après. J'imagine que ça viendra. Je trouve que c'est super intéressant aussi parce qu'effectivement, moi, des fois, je me pose la question, quoi. Ouais, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et pareil, au niveau parce que du coup, aujourd'hui, tu travailles de chez toi. Tu as toujours travaillé de chez toi. Tu as déjà envisagé de prendre un local ou pas? En fait, quand j'avais un studio de tatouage en même temps, on avait voulu coupler les deux parce que moi, justement, j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Et donc, gérer le studio de tatouage et gérer ma chaîne YouTube, si ça pouvait se faire au même endroit, c'était plus pratique pour moi. Donc, en fait, on avait cherché un local où il y ait une petite pièce attenante qui me permette de faire un petit studio d'enregistrement. Donc, j'avais fait ça à un moment, mais c'était pas non plus super confortable parce que tu peux pas avoir une isolation phonique extraordinaire. Voilà. Donc, autant moi, je pouvais entendre les machines à tatouer qui faisaient bzz 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 à côté. Et en plus, les clients qui ont rien demandé à personne, d'un coup, elles entendent une meuf parler de sodomie à côté. C'est génial! Voilà! C'est génial! Et puis en plus, un tournage, c'est pas une vidéo YouTube, donc je bégaye, je refais mes prises 3-4 fois. Donc 3-4 fois, ils entendent le même. C'est pas intéressant à écouter, tu vois. Aujourd'hui, on part du principe que l'entrepreneuriat, c'est pas des horaires de bureau. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, tu es d'accord aussi avec ça pour toi, pour ton activité? En fait, j'ai essayé d'avoir des horaires de bureau et ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée et ça m'a mis dans la merde parce que du coup, je courais après les deadlines. J'arrivais pas à faire le travail que j'avais à faire
pour respecter mes engagements et tout. Ouais. Donc, en fait, ça m'a frustrée. J'ai essayé de le faire surtout avec la vie de famille qui a changé, etc., le bébé. Et en fait, là, dernièrement, je me suis remise des fois à travailler la nuit. Ah ouais. Et autant, tu vois, on peut se dire, oh mon Dieu, elle travaille la nuit, quelle horreur. Ben non, en fait, moi, j'adore. C'était hyper confortable, en fait, de travailler la nuit parce qu'en fait, je travaille quand j'ai un pic d'énergie. Donc déjà, je suis mon propre rythme interne. C'est bien. Donc ça, c'est agréable parce que moi, des fois, dans la journée, dans l'après-midi, j'ai pas envie. Et j'ai plus de motivation. Et je passe 3 heures sur un truc à pas avancer, à pas être productif du tout. Ouais. Et ben dans ces cas-là, je me dis, vas-y, je force pas. Et du coup, je fais autre chose. Mais après, à 19h, je me dis, ah ouais, là, j'ai des idées et tout, je vais faire ça, ça, ça. Et ben là, j'avance super vite. Et je bosse entre 19h et 21h. Ça va être plus efficace que toute une après-midi. Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, je préfère me suivre et m'écouter et m'adapter aussi un peu au bébé parce que voilà, moi, à 19h, mon bébé, il dort. Alors du coup, je peux retourner travailler. Tu vas dire, parce que moi, maintenant, à 10 ans, je dois attendre 21h pour retourner travailler. Voilà, ça mais par contre, j'ai toujours kiffé travailler de nuit aussi. Enfin, voilà, je fais partie de ces gens qui... Mais avant, j'abusais quand même parce que des fois, je me retrouvais à faire du montage jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Donc oui, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Mais après, t'es KO le lendemain et c'est sûr que ça a des conséquences. Donc ça, je le fais plus et je m'accorde du temps. Mais j'essaye quand même de m'écouter et quand j'ai des temps où je sais que je suis pas dispo pour mon boulot, et ben je lâche complètement en revanche. Parce que là, par exemple, avec le petit, au début, j'ai essayé de travailler en même temps que je gardais mon bébé. Donc, je le mettais en écharpe et je travaillais en même temps. Et après, je le faisais jouer dans un coin. Et puis, j'essayais de travailler en même temps. Et puis, lui, il venait, il essayait d'attraper mon ordinateur. Il essayait de m'attraper des trucs et tout. Il demandait mon attention tout le temps. Du coup, maintenant, en fait, je me dis, si je suis avec mon fils, je travaille pas. Et puis, c'est tout. Et j'essaye même pas de faire un truc sur mon téléphone ou quoi. Ça m'arrive encore des fois. Mais j'essaye de pas le faire et de me dire, là, non, je suis pas au travail, je travaille pas. Et ça, c'est important aussi. C'est important. Et du coup, en parlant de choses qui étaient importantes, tu arrives quand même à te trouver du temps pour toi? Oui. Avec toi-même. Ouais, là, ces derniers temps, ça va un peu mieux. Je pense que c'était plus compliqué, en postpartum direct, dans la première année avec bébé. Évidemment, on s'oublie un petit peu. Il y a l'allaitement qui est vachement prenant et tout. Mais même avec ça, je prenais un peu de temps pour prendre soin de mon corps. Il y avait des choses qui étaient importantes. Pas seulement la toilette et les soins d'hygiène, d'hygiène basique, mais vraiment faire mes cheveux de temps en temps, même si je sors pas, me faire les ongles, des trucs comme ça. Ça a toujours été des petits plaisirs que je m'accordais et que je me disais, ça, c'est un truc que je fais pour moi. Je mets de l'argent pour moi, pour aller chez un institut de beauté ou quoi, aller me faire masser ou un truc comme ça. Et c'est ponctuel, mais je me rappelle que je disais à mon mari, non, là, je suis pas dispo, je vais me faire les ongles. Pendant 1h30, tu comptes pas sur moi et tu dois garder le bébé. C'est la base. Donc ça, je me suis toujours dit, il faut que je me l'accorde. Donc je me le suis un peu imposé, même si des fois, je me dis, mais non, mais là, je pourrais ne pas le faire. Oui, je pourrais, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Il faut le faire pour pas craquer. C'est ça. Parce que sinon, après, un jour, on se réveille, on se dit, mince, j'ai passé toute ma vie à élever mes enfants, à faire mon boulot, mais moi, je suis moi dans l'histoire. Donc très important. Ok. Écoute, on a parlé de pas mal de petites choses. Quel conseil tu donnerais à d'autres femmes qui aspirent à l'entrepreneuriat, du coup? Je dirais on dit souvent, lâchez rien, allez-y à fond et tout. Et j'ai envie de dire, non, des fois, faut lâcher. Parce qu'en fait, c'est pas tout rose. T'as des licornes qui vont réussir et qui vont devenir millionnaires et tout. Et t'en as d'autres qui vont le faire toute leur vie et qui vont galérer pour finalement ne rien gagner. Et surtout, par rapport au temps investi, à la charge de travail, gagner un salaire de misère finalement. Alors que tu pourrais peut-être te trouver un poste qui te convient, qui correspond à ce que t'aimes dans la vie et qui est sympa et gagner mieux ta vie en ayant plus de stabilité surtout. Moi, c'est quelque chose qui me manque des fois, la stabilité. L'autre jour, il y a plusieurs mois, j'ai voulu acheter une voiture électrique et la société de crédit, pour me faire le leasing, ils ont fait « Ah non, ciao, en fait, t'es dans ta première année de ta SAS, donc
compte pas sur nous. Oui, quoi. Parce que du coup, tu avais changé de statut. Avant, tu étais en auto-entreprise et tu Ouais, passé en mais SAS. j'avais déjà pas mal oui, bien sûr, de chiffre d'affaires. ouais, Oui, de j'imagine chiffre bien. d'affaires. Et en fait, j'avais plein de papiers pour justifier des revenus. J'avais même prouvé que j'avais de l'argent de côté. Enfin, tu vois, j'aurais presque pu la payer cash, la voiture. Et ils t'ont fait des défis. Et moi, je voulais faire un leasing pour pas sortir les sous. Ah et bah du oui. coup, j'ai fait ça et ils ont refusé quand même. Ah Donc, ouais. ça a vraiment pas mal de désavantages aussi d'être Du coup, ça entrepreneur. t'a peut-être un peu... Tu t'es peut-être remis en question, du coup, sur... Non, je me suis dit, j'attends, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas comme si j'en avais besoin absolument maintenant. C'était un petit peu un kiff. Et après, je me dis des fois, c'est vrai que ce serait tellement plus simple si j'avais un CDI. Ah, tu te le dis encore? Je me le dis des fois. Alors que tout à l'heure, tu m'as quand même dit clairement que toi et le salariat, jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. Mais ce serait plus simple pour la société autour, tu vois. Moi, je sais ce que je veux et ce à quoi j'aspire, mais je sais aussi les contraintes qu'il y a autour. J'ai fait un travail il y a 2 ans, justement, pour plus avoir ce syndrome du « Attends, mais je vais aller chercher un boulot ». Oui. Et pourtant, j'ai toujours mon mari qui, de temps en temps, me lance le petit pic du ça serait peut-être différent si tu avais un vrai travail ». Vrai travail. Voilà. Mais après, en toute gentillesse de sa part, hein, mais en gros, lui, il sait très bien que dans la vie, effectivement, on te demande d'avoir un CDI. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que je me pose plus cette question. Je n'ai plus jamais de doute. Alors, j'essaierai de rechercher, si tu veux que je te donne mon petit tips, pour savoir qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, je suis sûre de là où je suis, quoi. Alors, fini le syndrome de l'imposteur, du coup, déjà. Non, mais moi, je sais que je veux pas y retourner au CDI. Mais je sais que des fois, pour la société, beaucoup de gens, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un CDI, d'être salarié. Et du coup, il y a tellement de gens aussi que je vois galérer dans l'entrepreneuriat. Et quand ça marche pas, quand c'est compliqué, tu fais face à l'inflation, tu n'as pas de clients et tout. Et tu as beau faire des efforts, les algorithmes sur Instagram et tout. Il y a des périodes où, selon ton domaine, c'était beaucoup plus facile avant. C'est ça, tout à fait. Et du coup, maintenant, je comprends en fait les gens qui vont pas jusqu'au bout. Donc, mon conseil, ce serait aussi d'apprendre à prendre du recul, à avoir un regard neutre et un peu une perspective un peu diffuse sur toute la situation et de se dire, voilà, maintenant, c'est quoi qui est bon pour moi? Est-ce que c'est d'aller dans telle direction, d'être son propre consultant? Moi, des fois, j'essaye de regarder comme ça parce que tu as la tête dans le guidon et tu es en train de faire tes trucs, une activité après l'autre. En fait, si tu regardes la globalité, des fois, tu te dis, ah, mais en fait, je devrais faire totalement autrement. Moi, des fois, j'y pense à ça quand je conseille les autres. Les gens, je leur dis, ah ouais, mais pour percer sur TikTok, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Après, je me dis, pourquoi je le fais pas? Donc, tu vois, mais des fois, on est des très bons conseillers et c'est vrai qu'on s'applique pas soi-même nos mais propres c'est dur. règles. Enfin, moi, je sais pourquoi je le fais pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai d'autres choses à faire. Enfin, tu vois, mais voilà, t'as toujours des excuses et des fois, il faut peut-être prendre du recul et y aller pas à pas. Et pas non plus foncer tête baissée et se dire comme je suis entreprenante ça va forcément marcher. Malheureusement c'est pas tout le temps vrai et encore moins dans la perspective actuelle. Oui, c'est vrai qu'alors des métiers comme le tien, alors tout à l'heure j'étais avec une agent immobilière, mais c'est vrai que c'est des métiers qui, suivant les crises, suivant les périodes, toi, il faut que tu te réinventes tout le temps parce qu'effectivement, comme tu disais, l'algorithme, le fait que YouTube marchait bien, ils ont changé leurs règles, paf, ils te passent en second plan. Enfin, ça demande quand même d'être assez flexible et de pouvoir jongler de l'un à l'autre. Mais il faut pas se désespérer non plus. L'argent, ça va, ça vient. Et tu vois, moi, j'ai commencé à gagner 200 balles par-ci par-là avec des petits partenariats et surtout des produits gratuits qui ne payaient pas mon loyer. Et après, j'en suis vite arrivée, en fait, en peut-être 4-5 ans, à dépasser les plafonds de l'auto-entreprise et devoir créer ma société parce que ça marchait bien. Donc, c'est lent comme progression. Donc, quand même, tu te dis, oh putain, 5 ans à trimer, à gagner même pas un SMIC. C'est un nouveau métier que tu as créé aussi. Enfin, c'est un nouveau métier. Alors, celui de l'influence parce qu'il n'était pas connu du tout à cette époque-là. Et puis tu es influenceuse sur un produit qui est particulier. Donc, c'était comme la niche, elle était là. Et c'est sûr que des fois, ça prend plus de temps que d'autres, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien. Mais il faut y aller... Peut-être il y a beaucoup de gens qui se lancent actuellement en ayant une activité à côté. Ça peut être bien ça, genre un mi-temps, un truc comme ça.
qui te fait gagner un peu des sous, et puis après, tu essayes de lancer ton activité. Au moment où ça commence à décoller, tu peux arrêter le mi-temps. Comme ça te permet de voir, de te tester, quoi. Ouais. Et de pas... Alors, le truc, c'est qu'après, il faut oser, à un moment donné, aussi prendre le risque de tout lâcher, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pas s'installer dans le confortable, Oui. dans le confort de « j'ai ce boulot-là ». Après, voilà, il y en a qui en ont besoin et on est toutes les deux concernées. Toi, tu disais pour un leasing, enfin voilà, j'ai dû faire un crédit et justifier de mes salaires en tant qu'entrepreneur. Je peux te dire que tout de suite après la crise Covid, j'ai transpiré 5 minutes. Bizarrement, hein, les banquiers ça demande de se faire accompagner correctement parce que sinon, effectivement, on nous prend pour des fous. Mais c'est c'est se faire accompagner, en tout cas c'est important, mais c'est vrai que des fois il faut pas hésiter à se dire allez, je me mets un petit peu en danger à un moment donné. C'est un gentil danger, mais c'est un danger qui est des fois un petit peu important. C'est un danger quand même assez important si tu sais pas comment tu vas gagner ta vie, si tu as déjà des enfants, des gens qui dépendent de toi, c'est un sacré engagement en fait. Donc je peux comprendre que ça soit très compliqué pour certaines. Mais si vous avez la foi, déjà, ça fait un grand pas. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu as envie de te lancer dans un truc à ton compte, c'est qu'il y a une petite graine quelque part et que c'est pas par hasard. Parce qu'en vrai, les gens qui sont vraiment pas faits pour, ils y pensent même pas. Tout à fait, ouais. Ça, donc je pense si à un moment vous vous dites « Ah, tiens, je serais mieux à mon compte, je pourrais faire ça, ça, ça », c'est peut-être que vous avez une âme d'entrepreneuse et qu'il faut exploiter ça. Il n'y en a pas énormément en vrai. Donc, faut en profiter. Aujourd'hui, les femmes représentent que 30% des entrepreneurs en France. Ah ouais, bah ouais. Non, mais on nous l'insuffle pas dès le berceau. Hein. Non, c'est sûr. Mais moi, mon but de ce podcast, c'est justement de faire évoluer ce livre, quoi, et de donner envie à plein d'autres de se lancer et oui, d'aller vers ce qu'elles ont au fond d'elles, quoi, pour pas regretter, en fait. Pour pas avoir de regrets dans la vie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, très bien. Tu as des projets là pour les prochains mois, prochaines années? Oui, alors du coup, il y a un livre qui va sortir, qui est sorti au moment où vous voyez ça, où vous écoutez ça, qui s'appelle Le Grand Guide des Sextoys, où je présente un petit peu tout ce que je sais sur vraiment l'univers des sextoys, et qui est un très bon guide pour comprendre le marché. Si on veut débuter dans les achats de sextoys, utiliser ça en couple, l'intégrer dans sa vie sexuelle, même en solo et tout. Donc voilà, il y a ce livre aux éditions Marabout. Je vais aussi lancer mon podcast, donc ça je sais pas quand est-ce que ça va arriver, donc à l'heure actuelle c'est en projet, mais j'espère pouvoir commencer à publier aussi des épisodes de podcast, et je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler parce que c'est pas encore fait. D'accord, tu as un thème de base? Oui, forcément ce sera la sexualité, mais plutôt du côté des anecdotes au lit, tu vois. Donc avoir des invités qui nous racontent des trucs croustillants autour d'un micro, ça peut être sympa. Très bien, je vois vers où tu veux aller. C'est très intéressant, effectivement, pour en croiser tous les week-ends. C'est très intéressant, ce genre d'anecdote. Ok, très bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour nos auditeurs et les gens qui nous regarderont sur YouTube? Non, j'ai envie de dire, ayez pas froid aux yeux aussi, si vous voulez parler de sujets funky, si vous avez envie d'être drôle, si vous avez envie d'être pince sans rire, d'être vous-même et tout, faut pas hésiter parce qu'en fait maintenant, en particulier si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux ou que les réseaux sociaux sont une partie de votre marketing, etc., plus vous allez être vous-même, plus vous allez être naturel et mieux ça marchera. Et en fait, voilà, si vous êtes quelqu'un de timide, faites la meuf timide. Et faites-en une force et faites-en un truc cute et ça peut vachement bien marcher. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, faites des trucs de ouf avec vos mains, j'en sais rien. Mais il y a plein de choses à faire, mais en fait, il faut exploiter ce qu'on est déjà plutôt que d'essayer de faire quelque chose. Par exemple, moi, si j'étais timide et que je me lançais comme ça à devoir parler devant les gens en public, évidemment, ce serait compliqué. Mais moi j'ai exploité le fait que je parle fort et que je dise des conneries, tu vois, et ça a marché. On est d'accord. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup Clémence pour cette interview. Merci à toi. Et du coup, je vous mettrai tous les liens pour retrouver Clémence sur les différentes plateformes. Voilà. Merci, au revoir. À bientôt. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine paire pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants.
une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl, le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl, le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout, continue à être une Working Girl extraordinaire.